Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue sur le plateau d'A-News Workwell. Aujourd'hui, entouré de mes invités, je vais vous parler de l'attractivité de la métropole de Nice. Alors quand on parle de Nice, on pense à la promenade des Anglais, au soleil, à son célèbre carnaval. Nice, c'est la deuxième destination touristique de France après Paris, avec 5 millions de visiteurs, 5 milliards d'euros de retombées économiques dues au tourisme. Et Nice, c'est aussi le deuxième aéroport de France en termes de fréquentation, avec plus de 14 millions de passagers en 2019. Ce qu'on sait moins, c'est que Nice a été classée première métropole de sa catégorie en matière d'immobilier tertiaire et d'accueil des entreprises dans le baromètre 2022 de l'attractivité des villes réalisé par Arthur Lloyd. Alors pour quelles raisons Nice a-t-elle été jugée aussi attractive? Quels sont ses atouts? Quels sont les grands projets d'aménagement en cours et à venir? C'est intéressant pour une entreprise de localiser ses activités dans la métropole niçoise. Pour débattre de ces questions, je suis très heureux d'accueillir sur ce plateau Xavier Latour. Xavier, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup de votre présence. Vous êtes président du conseil d'administration de l'établissement public d'aménagement Nice Éco-Vallée, conseiller municipal de la ville de Nice, vice-président de la métropole Nice-Côte d'Azur, en charge spécifiquement de la formation, de l'enseignement supérieur et de la recherche, et doyen de la faculté de droit et de sciences politiques de Nice. Je n'ai rien oublié. C'est complet. C'est très bien, merci. Sébastien Ludwig, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur ce plateau. Architecte urbaniste associé, directeur du pôle urbanisme au sein de l'agence d'architecture D&A. Exactement. On connaissait sous le nom de De Villers et Associés. Marcel Ragny, bonjour Marcel, bonjour. Bienvenue. Président du groupe Ragny et également président UIMM pour Industrie des métiers de la métallurgie. Voilà, j'ai bien retenu. Région Sud-Corse et Côte d'Azur. C'est ça. Et enfin, Sévan Torossian. Bonjour Sévan. Bonjour Lionel. Bienvenue. Merci. Directeur associé études et recherches chez Arthur Lloyd. Tout à fait. Alors, merci à vous tous d'être présents aujourd'hui. Sévan, comme je le disais en préambule, donc la métropole de Nice a été classée première de sa catégorie dans votre baromètre, donc 2022. Est-ce que d'abord, vous pouvez nous présenter le département études et recherches d'Arthur Lloyd et surtout le baromètre en quelques mots? Oui, bien sûr. Alors, département études et recherches d'Arthur Lloyd, c'est une équipe pluridisciplinaire, on est 7, dans un conseil en immobilier d'entreprise qui est Arthur Lloyd. Notre rôle, c'est de monitorer les marchés d'immobilier d'entreprise, bureaux, tertiaires, industrie, commerce, décrypter les tendances des utilisateurs notamment. Et donc ce baromètre, c'est évidemment en quelque sorte la traduction du maillage en fait, du réseau Arthur Lloyd, son ancrage dans les territoires. Oui. Et donc c'est un outil de mesure de l'attractivité des métropoles, voilà, très simplement. Okay. Alors comment ça se passe exactement? Quels sont les critères sur lesquels porte votre appréciation? Comment vous réalisez ce baromètre? Alors l'attractivité, c'est une notion qui est très large. Oui. On se base sur 75 critères pour définir l'attractivité. On a mis au point un indice d'attractivité avec des grandes thématiques. Donc on essaye d'offrir une vue, on va dire, à 360 degrés de ce qu'est l'attractivité. Oui. On a une vision vraiment très chiffrée. Et le but de cette étude, donc c'est non seulement d'offrir on va dire un benchmark des métropoles sur la notion d'attractivité, mais aussi d'offrir aux directions immobilières la capacité finalement d'évaluer, de monitorer les territoires à l'aune des critères, et l'immobilier tertiaire, l'accueil des entreprises fait partie vraiment des piliers constitutifs de ce baromètre. Comme on le voit à l'écran, 75 indicateurs quand même, vous compilez quand même énormément de données, j'imagine, sur 50 métropoles, 30 sources différentes. Et donc vous couvrez, alors c'est ça aussi qui est étonnant, c'est qu'avec ces 50 métropoles, vous couvrez plus de 80% de la population française. Tout à fait. C'est important de le rappeler. Alors, pour quelles raisons la métropole de Nice a-t-elle obtenu ce classement flatteur en matière d'immobilier tertiaire et d'accueil des entreprises? En fait, quels sont les critères sur lesquels porte votre appréciation concernant spécifiquement ce domaine? Oui, bien sûr. Dans cette 6e édition de notre baromètre, qui est un baromètre annuel, oui. Effectivement, donc Nice est première dans la catégorie des grandes métropoles, oui. Les métropoles de 500 000 à 1 million d'habitants, parce qu'il s'agit de comparer des choses comparables, évidemment. Oui. Et donc, dans l'immobilier tertiaire accueil des entreprises, on prend un panel relativement large d'indicateurs. Évidemment, les marchés de bureaux, c'est le métier, l'ADN d'Arthur Lloyd, les marchés de bureaux, et donc on va prendre en compte un certain nombre d'indicateurs. Et en fait, les raisons pour lesquelles Nice arrive première, c'est le changement, si vous voulez, de dimension
du marché des bureaux à Nice, hein, c'est au cours des 3 dernières années. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est la traduction concrète de tout ce qui a été fait, on va le voir, des efforts notamment à Nice-Ouest, Meridia, évidemment Grand Arenas. 10 immeubles sont sortis de terre, ça a évidemment des conséquences sur le marché. On a eu un appel d'air, un renouvellement de l'offre qui n'avait pas eu lieu les 20 années précédentes. Et donc c'est vraiment quelque chose qui a boosté le marché en quelque sorte. Ça a offert aux entreprises la possibilité de s'implanter dans des immeubles très qualitatifs. C'est aussi la traduction, si vous voulez, d'indicateurs donc, de disponibilité d'offres neuves. Pourquoi? Parce qu'on se rend compte finalement dans les métropoles comparables à Nice que le fait d'avoir une offre neuve qualitative est un facteur d'attractivité pour les territoires. Ça permet aux entreprises finalement de s'installer et de trouver des solutions immobilières rapidement. C'est ça. Et voilà. Et donc ça a été le cas là, ces 2 ou 3 dernières années. Oui. En complémentarité, si vous voulez, à l'offre tertiaire de Sophia Antipolis, là on a une offre plus de centralité à Nice. Voilà, donc je pense que c'est important. Et évidemment, ce sont des critères liés à la fiscalité locale qu'on monitore aussi dans le cadre de ce baromètre, puisque Nice est très bien classé aussi, notamment sur l'évolution, déjà en taux, sur la fiscalité locale, notamment le foncier bâti, qui, on le sait, payé au final par les utilisateurs. Non seulement Nice a un faible taux quand on compare aux métropoles comparables, mais en plus, son évolution au cours des 10 dernières années a été relativement faible, même très faible, là où d'autres métropoles ont largement augmenté leur fiscalité. C'est moins le cas à Nice. Et donc, justement, c'est un avantage comparatif, exactement, pour Nice. Donc voilà, un ensemble de facteurs qui expliquent cette première place de Nice. Sur l'immobilier tertiaire et l'accueil des entreprises. Donc, première de sa catégorie sur l'évolution de la demande placée totale. Également sur l'évolution de la demande placée en bureau neuf, deuxième en disponibilité immédiate, deuxième en évolution de la fiscalité locale. Xavier Latour, j'imagine que ce classement vous fait plaisir. Sévan Torossian a parlé parmi les critères évoqués de l'offre performante en matière d'immobilier tertiaire. Alors, évidemment, l'établissement public d'aménagement Nice Eco-Vallée a un rôle majeur sur ce domaine et dans ce sujet. Quel est le périmètre d'ailleurs de l'établissement public d'aménagement, Xavier ? En 2008, lorsque Christian Estrosi souhaite la création de l'établissement public d'aménagement et de l'opération d'intérêt national, il développe une vision qui concerne 10 000 hectares, de la côte jusque plus haut dans la vallée. On le voit à l'écran. 15 communes. Et sur cette zone des 10 000 hectares, un peu plus de 200 hectares consacrés à des opérations d'aménagement avec des programmes thématisés. Grand Arenas, on est plutôt sur quartier d'affaires et de vie. Meridia, on est plutôt sur de quartier recherche, enseignement supérieur et logement aussi, naturellement. Et puis Parc Meridia, où là, on sera davantage sur des locaux productifs, des locaux d'activité, et toujours du logement, parce que je crois que ce qui fait la grande caractéristique de l'EPA, c'est de construire un projet qui est un projet équilibré. Un équilibre entre les contraintes du territoire, on a une géographie qui n'est pas simple à gérer, avec une plaine du Var qui constitue un atout majeur. L'équilibre, c'est donc la préservation de l'environnement, de la biodiversité, mais c'est une préoccupation environnementale qui n'est pas punitive, qui est une économie positive, une conception de l'environnement très positive, avec un développement économique dont l'immobilier de bureaux, qui met en valeur tous nos atouts, et ils sont nombreux. Nous ne sommes pas qu'une ville touristique, bien évidemment, nous avons un cadre extraordinaire, mais nous avons des grandes écoles, un aéroport de classe internationale, du transport ferroviaire, bientôt une gare multimodale on va en reparler, à la pointe. Donc on ne pouvait pas se louper sur l'immobilier tertiaire parce que nous avions tout pour réussir, et les chiffres que vous donnez prouvent que nous ne nous sommes pas trompés et que la dynamique est bien présente. Juste pour qu'on se rappelle un peu les grandes dates, l'opération a démarré quand? Elle est prévue pour durer jusqu'à quand? On s'inscrit dans la durée, dans le long terme, c'est 2008-2032 a priori. Donc nous avons encore pas mal de choses à
à développer, on en à est construire. Où, là, à peu près? Alors, on a un programme de 300 000 m² de locaux tertiaires, ce qui représente à peu près 40% de l'ensemble de l'EPA. Ça se partage entre logement, équipement et tertiaire. Le tertiaire, les activités, c'est 40%. Donc, un programme de 300 000 m². Depuis 2016, 80 000 m², 60 000 pilotés par l'EPA, 20 000 en diffus. Autant de mètres carrés qui ont très facilement trouvé preneur, puisque nous avons un taux de vacances de 3%, nettement inférieur au taux de vacances national qui est de 7 ou 8. Et bien évidemment, ce qui s'est fait et tout ce qui reste à faire, puisque nous avons des programmes qui sont en cours, qui sont absolument remarquables, qui, nous n'en doutons pas, trouveront très facilement preneur. Oasis, le Lab, le Plus, donc environ 16 000 m² à court terme. Oui. Et nous continuerons de développer dans la durée. Oui. On voit d'ailleurs quelques images de l'un des deux grands pôles dont vous avez parlé, Nice Grand Arenas. On va parler aussi de Nice Meridia avec vous, Sébastien, parce que parmi donc, ces opérations au sein de Nice Ecovalley, Nice Meridia est aussi un grand pôle de développement. DEA intervient d'ailleurs particulièrement sur cette opération qu'on nomme aussi Technopole Meridia, c'est ça? C'est ce que j'ai... Technopole urbaine de Nice Meridia. Technopole urbaine de Nice Meridia, d'accord. Quels sont les grands concepts d'aménagement qui sont mis en œuvre, Sébastien? Vous l'avez dit, ça fait plus de 10 ans effectivement que l'agence DEA, qui a été fondée par Christian de Villers, intervient sur ce projet de Nice Meridia, qui est un des deux premiers secteurs opérationnels de l'OIN aux côtés de l'EPA. Et ça fait 10 ans qu'on accompagne l'EPA sur ce développement et qu'on s'adapte aussi au fil des évolutions sociétales, au marché, aux évolutions. On l'avait tous vécu à la pandémie. Donc, de fait, ce n'est pas un projet figé, c'est un projet qui évolue dans le temps. Donc, c'est un premier des concepts, finalement, c'est qu'un projet urbain, ce n'est pas quelque chose de figé dans le temps. On a la chance, finalement, en 10 ans, d'être les témoins d'une évolution, on l'a dit, et de constater, effectivement, l'évolution de ce territoire au fil des années. Et finalement, l'objectif premier qu'on avait et qu'on a toujours aujourd'hui, c'est de développer des lieux de vie qui sont attractifs, à la fois pour les habitants, pour les entreprises, pour les actifs, et le tout en diversifiant l'économie azuréenne et le développement en soi urbain de la métropole. Oui. Donc, on parlait de concept, effectivement. Alors, Nice Meridia, c'est deux choses à la fois. C'est à la fois un projet qui s'ancre dans sa géographie, parce qu'en fait, on est sur un site très particulier, on l'a dit, entre l'aéroport, le Grand Stade, dans la plaine du Var. Donc, c'est déjà la géographie de la plaine du Var. Oui. On le voit à l'écran sur certaines images. Oui. On a le Var, les coteaux, la plaine. Et donc, le premier levier, c'était d'inscrire un projet qui s'appuie sur cette géographie et qui montre avoir justement cette relation paysagère entre et les coteaux. On le voit avec l'image du parc de l'université qui met en exergue cette géographie et ce territoire particulier. Et donc, le deuxième point, et vous l'avez dit, c'est la technopole urbaine. Alors, qu'est-ce que c'est que la technopole urbaine? Ce concept, l'idée initiale, c'était d'associer les avantages, on va dire, d'une technopole, à savoir ce qu'on y trouve, de la recherche et du développement, de la formation supérieure, des entreprises, des start-up, des pépinières, dans des conditions qui sont celles de la ville et d'un centre-ville. Et on l'a dit, donc Nice Meridia, c'est un programme d'environ 350 000 m², mais qui développe à la fois du logement, à la fois de l'activité, à la fois de l'université, à la fois de l'hôtellerie, un projet mixte, et donc dans lequel on trouvera toutes les aménités, entre guillemets, d'un centre-ville, des commerces, de proximité, etc. Oui. Et donc, c'est aussi pour ça qu'on a développé des grands projets. On le voit aussi à l'écran avec le projet de Joya Meridia, qui est un projet très d'envergure. On le voit aujourd'hui, un chantier conséquent, mais qui a l'avantage, en fait, à terme, d'ici l'horizon 2025, d'amener, en fait, justement, cette vie de quartier, avec ses rez-de-chaussée actifs, avec ses habitants, en plus avec une architecture qui est ambitieuse, et qui, du coup, bâtissent l'image, finalement, avec tous ces projets de l'Ecovalley. Donc, une ambition aussi
architecturale et environnementale. Oui, Hein, au tout à fait. au niveau environnement, vous souhaitez mettre en œuvre ce fameux smart grid, Tout à fait. voilà, au Alors, niveau des quartiers. effectivement, c'est un projet ambitieux. Alors, d'un point de vue environnemental, la première chose, on l'a dit aussi à plusieurs reprises, c'est quand même la mobilité, Oui. avant toute chose. Oui. Parce qu'en fait, un quartier ne fonctionne pas si on ne peut pas y aller. Et effectivement, développer des mobilités alternatives ou l'accessibilité en transport en commun, finalement, c'est le moteur aussi de ces projets qu'on voit et justement de l'attractivité de ce territoire. Et on a la chance, et ça pour le coup c'est une chance, et on l'a dit à plusieurs reprises, que les transports en commun, la ligne 3 du tramway est arrivée avant même que les premiers habitants arrivent, avant même, puisque voilà, c'est un réseau de transports en commun qui a été planifié depuis 2008 sur de nombreuses années et qui voit le jour au fur et à mesure. Et pour le coup, c'est une chance parce que finalement, la mobilité et la proximité, c'est les fondements aussi de ce projet urbain. Ligne 3, on rappelle, hein, C'est ça. la ligne qui va du port, donc qui relie le port Exactement. à l'aéroport directement, en un peu plus de 30 minutes. C'est Je ça. le sais parce que je le vis régulièrement, donc 35-36 minutes hein, de porte à porte, en passant évidemment par le centre-ville. Et ça, c'est vrai que ça a tout changé. Hein. Exactement. Ouais. Et en soi, donc l'idée qu'on développe à travers le maillage d'espace public, c'est justement cette ville marchable aussi, c'est-à-dire qu'on peut facilement accéder aux différents programmes, mais aussi, bon, c'est un concept qui est souvent cité, cette question de la ville du quart d'heure. Qu'est-ce que c'est? C'est simplement de trouver à proximité de chez soi tout ce qui fait qu'on peut bien vivre, se nourrir, se loger, étudier, travailler, etc. Et donc voilà, l'idée fondamentale quand même de la technopole urbaine, si on revient à la technopole urbaine, c'est de développer des idées dans l'espace urbain. Et on parle de croisement des savoirs, les gens se rencontrent, discutent. Voilà, c'est cette idée qui, aujourd'hui, émerge en réalité. On a eu les arrivées de grandes entreprises comme IBM, on a l'Institut méditerranéen des risques et du développement durable pour le premier jalon de l'université qui est arrivé sur site. On a voilà, des grandes entreprises et les premiers habitants qui sont arrivés au sein de Nice Meridia. Et donc j'en reviens finalement à votre question. Ouais. Au-delà de ça, l'aspect environnemental est très important et on est toujours plus ambitieux. Je crois qu'on fête d'ailleurs les 10 ans du référentiel Éco-Vallée mis en place sur la plaine du Var et toutes les opérations du coup, qui sont réalisées respectent ces ambitions et on essaye toujours d'aller plus loin dans ces ambitions et au-delà de ça, effectivement, il y a cette volonté d'une part avec notamment la géothermie qui permet c'est un réseau de chaleur et de froid, de chaud et de froid qui permet justement des économies aussi pour les habitants, pour les entreprises. C'est une énergie renouvelable. Photovoltaïque un peu aussi. Alors, pour la partie énergétique, et effectivement, en complément, on sait que la production locale d'énergie, elle est nécessaire aujourd'hui, surtout sur ce territoire du sud de la France. Et donc, on travaille justement à une production photovoltaïque en toiture, tout en mixant aussi des qualités d'usage aussi pour les programmes qu'on développe, parce qu'on sait aussi qu'aujourd'hui les conditions de travail, les conditions de logement ont changé. Et donc il y a cette volonté aussi d'avoir ces lieux de vie en toiture. Voilà, on parle d'espace vert également, effectivement, en toiture, pour le coup, et pas que en toiture et au sol, puisque effectivement, c'est un projet dense, mais c'est un projet qui désimperméabilise aussi, qui travaille la gestion des eaux pluviales avec les parcs, on l'a vu, qui sont en creux, qui permettent justement de gérer les occurrences centenales de pluie. Donc voilà, il y a tous ces leviers-là sont mis en place et on tient cette ambition au quotidien. On voit d'ailleurs encore quelques images là, de Nice Meridia ici avec quelques réalisations à venir, hein, futures. Alors, peut-être commenter 2-3 images parce qu'effectivement, parce qu'on parle spécifiquement d'accueil des entreprises, ce qu'on a mis en place effectivement sur Meridia, mais avant même la pandémie, c'était on est dans un climat méditerranéen, on travaille différemment et on cherchait à sortir finalement de ce bureau traditionnel où on est un peu avec la clim encloisonnée. Voilà. Là, l'idée, c'est de sortir. Donc, c'est des grands projets comme le projet d'Anis, qui est réalisé par Pitch et les architectes Lenné Roussel, qui développe des grands balcons sur lesquels on peut venir travailler. C'est aussi le projet du Palazzo Meridia, qui est dans cette même état d'esprit, avec une volonté, pour le coup, c'était le bâtiment le plus haut de France en structure bois, avec 900 tonnes de bois français qui ont été utilisés pour la construction. Alors ça ne se voit pas de l'extérieur, mais à l'intérieur, pour le coup, pour les usagers,
On est sur des lieux qui sont chaleureux, on voit le bois dans les bâtiments. Et donc, ça crée des conditions de travail qui ne sont pas celles qu'on pouvait forcément avoir ailleurs et qui rendent aussi ce territoire attractif. Merci beaucoup, Sébastien Ludwig. Marcel Ragny, alors vous êtes notre grand témoin aujourd'hui. Vous êtes donc chef d'entreprise. Groupe Ragny est implanté sur la zone de Carros. Alors, si on se souvient du périmètre de l'Éco-Vallée, c'est plutôt tout en haut. Pas Carros, Cannes-sur-Mer. Cannes-sur-Mer. Cannes-sur-Mer, Bon. mais très souvent à Carros. Ah, et je ok. travaille beaucoup avec les entreprises de Carros. Voilà, bon, c'est pour ça que j'ai un petit peu mélangé. Peut-être un mot d'abord pour nous présenter le groupe Ragny. Alors, le groupe Ragny, c'est une entreprise qui existe depuis 97 ans, qui emploie aujourd'hui, puisqu'on a fait une nouvelle acquisition, 400 personnes, qui fait cette année 60 millions d'euros de chiffre d'affaires, non, 100 millions d'euros de chiffre d'affaires, c'était l'année dernière, 60, et qui se développe au sein de la métropole, grâce en partie à la métropole et à cette attractivité, puisque là où beaucoup aujourd'hui se plaignent de ne pas trouver de salariés, on attire les talents, des talents qui viennent d'ailleurs pour venir vivre sur Nice et développer leur passion chez nous. Donc c'est le côté intéressant. On est fabricant de matériel d'éclairage public pour les communes et c'est un peu ancestral chez nous. Ouais. C'est une entreprise familiale et indépendante. Et oui, et qui va bientôt fêter quand même son siècle d'existence, c'est pas rien. C'est ça. Vous n'avez jamais songé à relocaliser d'ailleurs votre entreprise ailleurs qu'à Cannes-sur-Mer? Alors, je pense qu'au début, j'avais un profond attachement pour mon territoire. Je suis né à Cannes-sur-Mer, la métropole Nice-Côte d'Azur. Nice, ça a été mon enfance, mes études, et ainsi de suite. Et quand j'ai eu la chance d'être un petit peu aux commandes à côté de mon frère de l'entreprise, on a eu plein d'opportunités de trouver des pays low cost pour produire ailleurs, l'Albanie, la Yougoslavie, l'ex-Yougoslavie, tout ça. Et on n'a jamais franchi le cap parce qu'on a toujours voulu rester complètement intégré en termes de production. Et on n'avait pas vraiment envie d'être obligé d'aller vivre dans ces pays pour pouvoir suivre nos productions. Donc on s'est adapté, on a énormément modernisé tout au long de ces années. On a un petit peu accéléré sur les 20 dernières années, mais la modernisation de l'entreprise qui est passée par un nouveau siège, par des nouveaux locaux, par une nouvelle logistique, par des nouveaux bâtiments modernes, structurés et structurels, et puis une production un petit peu robotisée pour enlever la pénibilité au travail, tout ça, on a rendu l'industrie un peu plus abordable et un peu plus attirante. Oui, on voit quelques images d'ailleurs en même temps à l'écran, à la fois de votre siège et puis des espaces de production. Alors justement, vous le disiez, aujourd'hui, il y a quand même beaucoup d'entreprises qui peinent à recruter. Et je me demandais si c'était pas quand même un désavantage d'être comme ça à l'extrême sud-est du pays. En plus, avec une image, on en parlait avec Sévan en préparation, de ville chère. On a toujours cette image, dès qu'on parle de Nice, on dit, ah oui, c'est une ville chère, notamment pour se loger. Comment vous le vivez, vous, au quotidien? Vous savez, quand vous faites venir du personnel de Paris, de Reims, de Bordeaux, de Toulouse, la vie n'est pas tellement plus chère qu'ailleurs, à Nice. Mais par contre, le climat y est meilleur. Le chauffage, on l'allume plus tard que tout le monde. Ça, c'est vrai. On l'éteint plus tôt que tout le monde. Et tout ça, c'est des véritables économies. Il y a aussi tout ce qui est mis en place. On parle de Nice Méridien, on parle de toutes ces structures qui vont accueillir des personnes qui vont venir sur le territoire de la métropole, mais avec des moyens de locomotion qui sont ultra pratiques. Des gens natifs, des personnes natives de Paris ou d'ailleurs, un coup d'avion, ils sont chez eux le week-end. Et donc, avec de plus en plus de lignes performantes et économiques, puisque je ne ferai pas de publicité, mais quand on a la possibilité de prendre un billet d'avion pour un week-end à 39 € aller-retour, c'est sympa. On peut aller à Beauvais, on peut aller à Paris, on peut aller à Reims, on peut aller de partout. Donc, donc tout ça, ça attire des gens parce qu'ils savent qu'ils ne sont pas
coupés du monde. Et ils sont sur un territoire où il fait bon vivre et où leur famille a envie de venir les voir assez souvent quand même. Donc il y a une véritable attractivité, que ce soit par le côté tourisme pour ces gens-là, pour ces personnes-là, et puis il y a surtout des beaux fleurons industriels qui sont toujours restés implantés sur la Côte d'Azur, alors pas qu'à Nice métropole, mais entre autres, la zone industrielle de Carros, c'est quand même qui a été territoire de l'industrie et qui aujourd'hui se raccroche à la métropole Nice-Côte d'Azur-Menton pour être à nouveau territoire de l'industrie. C'est quand même pas mal pour une ville où on dit que l'industrie n'existe pas. L'industrie sur le territoire national est de 9% du PIB, représente 9% du PIB. Sur le département 06, ça représente 27%. Alors, quand on met toutes les industries, l'industrie du parfum à Grasse, la tech à Sofia et beaucoup d'autres, et l'industrie de la métallurgie, mais toutes ces industries représentent quand même une économie forte. Donc, il y a tourisme, on ne le connaît pas forcément, hein, c'est pas tourisme, connu, hein. services et industrie, qui sont pratiquement à égalité les trois secteurs. Donc c'est tout ça, c'est attirant. Et vous avez des projets de développement en plus, non? Complètement, Ouais. on n'arrête pas. Donc pour l'entreprise, j'ai beaucoup de projets de développement, puisqu'on continue de s'agrandir. On va sûrement encore agrandir l'entreprise avec des nouveaux bâtiments qui se feront à Carros ou ailleurs. On va essayer de travailler. On travaille beaucoup avec les entreprises locales. Pour n'en citer qu'une, je travaille beaucoup avec la société Transcan, qui est un transporteur logisticien et qui nous permet de gagner en place, puisqu'ils ont des locaux pour stocker et traiter nos produits avec nous et vraiment en partenariat. Donc tout ce microcosme industriel et économique qui se lie un petit peu et qui fait briller la métropole, et la métropole fait briller toutes ces entreprises. Donc il y a vraiment un échange de bons procédés dans cette métropole et autour de cette métropole. Vous me disiez aussi, hein, Marcel, c'est rassurant aussi d'avoir des élus qui sont pro-business, qui sont en faveur aussi du développement d'implantations industrielles. Hein. Xavier Latour, on disait aussi, et Marcel Ragny l'a rappelé, l'offre de mobilité est importante dans l'attractivité des territoires, et l'offre de formation, on le voit aussi finalement, pour pouvoir avoir un vivier de personnes à recruter. Sans chauvinisme aucun, nous avons le meilleur et nous voulons le meilleur dans tous les domaines. Nous avons des entreprises comme celle de Marcel Ragny, qui est absolument exemplaire. Mais vous évoquiez la formation, oui, quand nous faisons venir l'école centrale, quand nous faisons venir l'ISART, deuxième école mondiale de jeux vidéo, quand nous avons installé le CNAM et bientôt d'autres écoles, c'est parce que nous pensons aux collaborateurs de toutes ces entreprises, de tous ces groupes, qui vont vouloir que leurs enfants aient un système éducatif, des formations de qualité. Nous voulons le meilleur aussi parce que lorsque vous avez des entreprises qui ont ce niveau d'exigence, il faut savoir satisfaire ces exigences. Avoir des locaux qui soient évolutifs, qui soient éco-exemplaires. Nous avons anticipé les exigences de la loi Elan. Une entreprise qui s'installe dans les différents programmes de l'EPA sait qu'elle va trouver des bureaux neufs, bien évidemment, mais s'ils n'étaient que neufs, ça ne serait rien. Mais non seulement ils sont neufs, mais ils ont été conçus, comme vous l'avez dit, Monsieur Ludwig, pour être adaptés au territoire, géothermie, bas carbone, desservis par des mobilités douces pour éviter que les collaborateurs prennent leur voiture à longueur de journée, qu'ils utilisent des transports en commun, qu'ils puissent vivre sur place, parce que s'il y a une offre qualitative de locaux professionnels, il y a aussi une offre qualitative de logement. On est à Paris, allez vous loger dans des surfaces acceptables à Paris, c'est très compliqué. À Nice, vous vous logez peut-être dans Joya dans quelque temps, et dans ce merveilleux immeuble Anna de l'architecte Fujimoto, vous aurez un logement spacieux, agréable, ventilé, bioclimatique, etc.
vraiment ce souci d'offrir la qualité, le cadre de vie qui nous permettent de maintenir les entreprises comme celle de Marcel Ragny, d'en attirer d'autres et tous les collaborateurs qui vont avec. C'est ça l'idée. On a du tertiaire de très grande qualité, soit pour les comptes propres, soit pour d'autres formules d'investissement. En fait, tout y est. Il ne nous manque rien. C'est une conclusion parfaite. C'est sur ces paroles qu'on va conclure nos échanges. Merci beaucoup, messieurs. Merci, Merci à vous. De votre présence et de ces échanges. C'était un plaisir de vous recevoir. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous retrouve très vite pour une prochaine émission. D'ici là, portez-vous bien. À bientôt.